Corps. Corps à corps. Alors on revient sur la scène politique, comme je vous le disais. Si je vous fais un récap, hein, la dissolution, les votes, le groupe majoritaire, le parti majoritaire, c'est bien le RN, mais qui va être exclu de toute façon. Aucun n'a obtenu la majorité absolue à l'Assemblée et Gabriel Attal a remis sa démission au président de la République. L'inconnu était donc de savoir qui pourrait être le Premier ministre et de quelle couleur serait ce gouvernement. Sauf que, bon, je vous rappelle, le RN diabolisé a été mis de côté, la gauche se voyait donc gouverner, et la gauche d'ailleurs s'est dite prête. La gauche, alors d'abord la gauche dite raisonnable, hein. Je vous rappelle qu'on a entendu, je vais pas repasser le sonore, François Hollande expliquer qu'il fallait une personne de consensus pour ce poste et qu'en gros il se verrait bien à ce poste. Olivier Faure avertir aussi qu'il était prêt à être Premier ministre. Puis il y a aussi évidemment la gauche plus radicale, sauce LFI, notamment à travers la personne de Clémence Guettet, un nom qui revient beaucoup en ce moment. Donc une gauche qui ne compte pas se laisser voler sa place puisqu'il représente la force la plus importante au sein du nouveau Front populaire. Je vous propose d'écouter Clémence Guettet, c'était le 9 juillet sur BFM. On ne va pas s'excuser d'avoir gagné ces élections. On veut maintenant appliquer notre programme. Et donc nous prenons le temps nécessaire. En 4 jours, nous avons présenté un programme de 150 mesures. En 3 jours supplémentaires, nous l'avons chiffré absolument entièrement. Et là, je ferais que nous prenions quelques jours pour la question des personnes et de l'équipe. Voilà, LFI prépare les personnes et l'équipe. On a entendu Clémence Guettet. Alors, il y en a un autre qui se dit prêt chez LFI. Hugo Bernalicis a pris la parole hier. Moi, je sais en tout cas que je serai en mesure d'appliquer le programme du nouveau Front populaire dans un ministère. À Beauvau, ça m'irait très bien parce que je crois qu'il faut une police de proximité, qu'il faut apaiser les choses dans les relations police-population. Ben voilà, Hugo Bernalicis au poste de ministre de l'Intérieur. Pour eux, hein, finalement, le gouvernement est presque prêt, sauf que ça, c'était sans compter sur les manœuvres macronistes. Tout d'abord, Emmanuel Macron, hein, rappelons-le, a demandé à Gabriel Attal de rester pour le moment à son poste de Premier ministre, d'assurer, enfin ça c'est la version officielle, afin d'assurer la stabilité du pays. Donc François Hollande et consorts devront encore attendre un peu. Et puis il semblerait que, bon, on l'a compris, le RN a été exclu, mais si même le RN a été exclu, mais aussi LFI, à entendre notamment François Bayrou, allié historique d'Emmanuel Macron, qui propose une nouvelle coalition mardi soir sur TF1. Regardez ça. Moi, je sais en tout cas que je serai en mesure d'appliquer le programme du nouveau Front populaire dans Non, un ça ministère. c'est pas François Bayrou. Enfin, je crois pas. Ou alors il a Qu'il faut changé apaiser de les choses dans les relations tonalité. police-population. On va écouter François Bayrou. Bon, si on l'a. On va voir. En tout cas, François Bayrou, donc mardi soir sur TF1, qui parle de cette coalition qu'il défend, qui irait de la gauche hors LFI jusqu'à la droite hors RN. Il n'est pas négociable qu'on défende un ordre républicain ou qu'on choisisse autre chose que le destin européen. Voilà ce que disait François Bayrou. En gros, revenons à la social-démocratie européiste. Voici le mot presque final, on a envie de dire, de François Bayrou. Alors, on a tout ce jeu des manœuvres des uns et des autres qui se sentent tous prêts, mais peut-être que derrière, finalement, la conclusion, ça va être celle-là. On va se retrouver avec les mêmes qu'avant. Et je trouve que pour résumer ce sujet, on peut citer BHL et son édito au Point, qui était intitulé « Il faut diaboliser Mélenchon ». Et il explique que Bardella et Le Pen ayant été défaits, il faut maintenant diaboliser Mélenchon et LFI. Voilà un programme qui a l'air d'être sur la bonne voie, en effet. Et pour parler de ce sujet, nous sommes avec François Coq et Guilain Benessa. Bonjour à vous deux. Bonjour Clément, Bonjour Clément. François Bonjour. Coq, je rappelle, ancien directeur de campagne d'Arnaud Montebourg, ancien secrétaire général du Parti de gauche, enseignant, zone d'éducation prioritaire et auteur de Alerte à la souveraineté européenne aux éditions Éric Jamet. Guilain Benessa, enseignant à l'Université de Strasbourg, avocat, docteur en droit, auteur de Le référendum impossible, comment faire taire le peuple aux éditions L'Artilleur, ou encore On marche sur la tête, la France, l'Union européenne et les mensonges aux éditions L'Artilleur également. Alors, peut-être pour commencer, François Coq, cette gauche qui s'organise de toutes les branches de la gauche d'ailleurs pour être et Premier ministre et d'ailleurs participer à ce gouvernement, on dirait que pas sûr que son organisation serve à quelque chose, on dirait que Macron a autre chose en tête. Oui, enfin c'est un petit peu un grand jeu de dupes et la grande illusion à laquelle nous assistons actuellement. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, tout le cycle politique est dans les mains de M. Macron. Moi, je vous rappelle, vous m'aviez fait l'amabilité de m'inviter après la dissolution.
je vous avais dit que c'était un calcul qui était relativement raisonné de la part de M. Macron Oui. et qu'il pouvait très bien gagner son pari. Je suis revenu vous voir dans l'entre-deux-tours, je vous ai dit que les désistements avaient fait revenir M. Macron d'entre les morts. Eh bien, ce qui s'est passé avec le deuxième tour, c'est que désormais, certes, le Front républicain a permis d'éviter l'accession au pouvoir du Rassemblement national, mais elle a mis l'ensemble du corps politique dans la main de M. Macron et Oui. lui a redonné une forme soit de pivot, soit peut-être même de centralité. J'en veux pour preuve que les 4 options qui sont sur la table, il n'y en a pas 50 000 Mmh. d'options de gouvernement aujourd'hui. C'est soit un gouvernement du nouveau Front populaire, mais chacun voit bien que celui-ci tomberait immédiatement avec une motion de censure et que ce ne serait donc un prolongement de l'histoire. Et les 3 autres options que nous avons sous la main, c'est-à-dire un gouvernement du nouveau Front populaire élargi à Renaissance, ou alors un gouvernement de Renaissance et de LR, ou alors un gouvernement que j'appelle grand chapiteau, c'est-à-dire un gouvernement qui irait d'une partie du nouveau Front populaire sans LFI à Renaissance à LR? LR. Donc ces 3 options, Monsieur Macron conserve de la centralité. Oui. Donc la gauche et le nouveau Front populaire peut très bien continuer à discuter, à se distribuer les portefeuilles ministériels pour M. Bernalicis, M. Coquerel qui prendrait la présidence de l'Assemblée nationale, Clémence Guettet-Matignon et chacun son petit Marocain et chacun serait content. Mais la vérité, c'est que celui qui tient les clés aujourd'hui du jeu institutionnel, c'est M. Macron et ce sont les stratégies politiques qui ont été faites qui l'ont amené là, qui ont fait perdurer cet état de fait. Ouais, ouais, non, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit bien, là, c'est ce que vous nous dites, finalement, ils se sont fait avoir. Toute cette gauche s'est fait avoir. Oui, ils se sont fait avoir depuis le premier tour, mais parce qu'ils ont adopté des stratégies qui sont ce que j'appelle moi des stratégies de couloir, des stratégies de socle, en s'adressant exclusivement à leur électorat. Il ne faut pas que le second tour masque le premier tour. Que disait le premier tour? Que la gauche n'a pas gagné un iota, n'a pas gagné une voix, 1% en 7 ans depuis l'arrivée au pouvoir de M. Macron. Elle faisait 30% ou 31% en 2017, elle continue à faire 31% en 2024 et elle a fait 31% pendant les 7 années à chaque fois que les Français ont été consultés. Autrement dit, elle est un socle qui ne s'élargit pas. Et au nom de ce socle, on entend les nouveaux éléments de langage qui sont ceux du NFP qui disent on a la majorité, on a la majorité, on a la majorité. Eh bien, s'ils continuent à raisonner comme cela, s'ils continuent par opportunisme à essayer de trouver un raccourci qui leur permette d'arriver au pouvoir, eh bien, ils gomment le fait principal de cette élection, qui est l'enquistement de la démocratie minoritaire, le fait que personne n'a de majorité absolue, que personne même ne recherche une majorité absolue. La seule perspective majoritaire, écoutez bien, la seule perspective majoritaire qui restait dans ce pays, toutes les autres avaient été testées, on voyait bien que M. Macron n'avait pas de majorité, on voyait bien que la gauche ne progressait pas, n'avait pas de majorité. Il y avait une inconnue quand même dans ce pays, c'était est-ce que le Rassemblement national a une perspective majoritaire? Ils avaient fait une campagne qui avait cette vocation-là. Oui. Sauf que le deuxième tour, qu'est-ce qu'il nous dit? Quoi qu'on pense du triple double barrage auquel on a assisté dans les urnes, eh bien, on constate malgré tout que cette perspective majoritaire du Rassemblement national pour l'accession au pouvoir leur a été refusée par les Français. Donc il n'y a aucun fait majoritaire dans le pays, même, et c'est l'un des éléments du deuxième tour, même la motion de censure majoritaire, on pensait qu'on sortirait de cette élection avec non pas une coalition gouvernementale, mais au moins des coalitions de censure qui permettraient de faire tomber un gouvernement. Même celle-ci est en train de disparaître et finalement le dernier fait majoritaire qui reste, c'est l'anti-macronisme. Sauf que, comble et ironie de l'histoire, eh bien c'est M. Macron qui tient aujourd'hui les ficelles. Les cartes du jeu, ouais, c'est ça. Guilain Benessa, c'est vrai que tout ce qui est en train de se passer, et là, on est en train de sentir, pour reprendre le terme de au bon tweet qui était juste là avant nous, on est en train de sentir la douille d'une certaine façon, puisque, on voit bien que ça va être, tous ces mouvements, toute cette dissolution, tout ce justement cet anti-macronisme qui a pu ressortir, tout ce vote de furieux de la population va, terminer sur c'est bien parti pour être comme ça, comme l'a dit, François Bayrou, une coalition hors irait de la gauche RLFI et la droite hors RN, c'est-à-dire une coalition, une social-démocratie très européiste, comme l'a rappelé aussi François Bayrou. Il est hors de question de remettre en question le destin européen tel qu'il est pour le moment. Et là, on arrive à votre livre Comment faire taire le peuple. Oui, alors, Clémence, faire un bilan de ce qui se produit et de ces 3 semaines un peu folles que nous avons vécues du dernier mois. Il y a évidemment le bon mot, le vieux mot français «tout ça pour ça» qui me Mmh. vient à l'esprit, c'est un peu simple.
Il y a évidemment la perspective de dire qu'on marche sur la tête, ça marche aussi très bien. Mais je pense surtout, vous savez, tout fonctionne un peu là-dedans. Je pense que nous avons vécu un mois de pseudo-inconnus, un mois de voile des illusions qui percent petit à petit, de promesses déçues, de dissolutions manquées, tout ce que vous voulez. J'en reviens, moi, à une chose très simple. Vous savez, il y a 3 ans, Mmh. je m'excuse de dézoomer immédiatement, mais tout de même, il y a 3 ans, 1 an avant l'élection présidentielle, le sympathique Brice Couturier avait été reçu dans Réplique d'Alain Finkielkraut, qui lui demandait comment est-ce qu'il voyait les choses pour l'élection présidentielle à venir. Et Brice Couturier, cet homme de médias, ce macrolâtre d'ailleurs, parmi les macronlâtres, on va dire quelque chose comme ça, avait eu cette phrase terrible, je me rappelle très bien, il avait dit « En l'état, je ne souhaite pas l'alternance. En l'état, je ne Mmh. souhaite pas que la droite ou la gauche reprennent le pouvoir, ils sont trop radicaux. » En fait, donc l'idée, c'était que l'extrême centre était la seule voie, que de toute façon Emmanuel Macron était le soleil de notre système solaire et, on va dire, et juridico-constitutionnel et politique évidemment, que le roi soleil devait tenir parce que tout ce qui n'est pas dans le ressort du roi soleil est fasciste ou maintenant communiste ou radical ou excessif Ou ou extrême, antisémite, etc. ouais. Ou antisémite, enfin bref, on aura, je vous laisse le choix de l'épithète, hein, il y en a beaucoup qu'on pourrait employer aujourd'hui en ce bon mercredi matin. Je pense que déjà, le mot de Brice Couturier était terrible dans ce qu'il avait, vous savez, d'une espèce de condescendance tranquille et joviale, une espèce de bonhomie, la bonhomie du mépris. Mmh. On se rend pas compte quand on dit aux gens, finalement, il n'y a plus de démocratie, il n'y a plus de politique, il n'y a plus d'alternance, il y a vraiment plus de vote, en fait. Il n'y a pas besoin d'aller voter. Au fond, on fait ça entre nous. Dans ce qu'a dit François Bayrou, et là, je pèse mes mots, dans ce qu'a dit François Bayrou, vous en avez parlé à l'instant, il a dit la chose suivante de mémoire, il a dit « J'ai été mandaté par les Français ». Je répète, parce que je suis désolé, il faut s'attarder sur les mots de temps en temps. J'ai été mandaté par les Français pour dénicher cette coalition. Ce qui veut dire qu'il estime que les Français ont voté François Bayrou, dont plus personne ne veut en réalité, hein, dans le Oui. peuple lourd, dans le peuple profond français, je pense que François Bayrou, il a déjà disparu comme René Coty, hein, je veux dire, c'est un homme vraiment de l'arrière-garde, je veux dire, à un moment, il faut se rendre compte. Donc le palois François Bayrou devrait peut-être retourner définitivement à Pau. François Bayrou, donc il dit qu'il a été mandaté par les Français pour trouver cette coalition. En gros, ça veut dire que, non, même précisément, j'arrête avec mes fameux en gros, précisément, ça veut dire que François Bayrou considère que la démocratie, c'est faire avec la caste, le sérail, qui exclut le Rassemblement national et la France insoumise. Et là où moi, ça me pose problème. J'essaye, vous savez, de rester quelque peu démocrate et malgré tout optimiste dans le monde de fous dans lequel nous vivons. Ça veut dire que pour François Bayrou, plus de 30% des gens qui ont voté le Rassemblement national, il faut les exclure par principe. Donc ils n'auront, comme d'ailleurs beaucoup de gens le disent maintenant, ils n'auront pas de poste à l'Assemblée nationale. Ils doivent être invisibilisés, hein, pour reprendre un terme à la mode. Et de l'autre côté à gauche, la France insoumise, qui, qu'on le veuille ou non, représente quand même la plus grosse force du bloc de gauche, hein, je parle du nouveau Front populaire, la France insoumise doit être exclue également de l'arc démocratique façon François Bayrou. J'en viens à une Pardon, je conséquence précise, très simple. façon François Bayrou, façon BHL. C'est exactement la même ligne que BHL dans son édito. mais C'est intéressant d'ailleurs, hein. Alors complètement, ça veut dire, et c'est ça les deux conséquences, ça veut dire que nous appelions hier encore, ou même, je pense que François Coq sera d'accord avec moi, nous appelons traditionnellement la démocratie le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple, ce qui veut dire qu'avec la France insoumise et le RN hors jeu, il y a 50% du vote que vous dégagez, tranquille, je veux dire, statistique, fourchette approximative, hein, mais donc un électeur sur deux, tant pis, il n'existe plus. Et d'autre part, ce que j'observe, c'est que Emmanuel Macron a finalement gagné son pari, Oui. au bout du compte. Il est le maître des horloges à nouveau. Il a avec lui, on va dire presque tout l'arc non RN et non LFI est derrière lui. On trouvera bien une espèce de majorité de circonstances ou une espèce de majorité relative de circonstances derrière Emmanuel Macron. Ça veut dire que le système joue actuellement les prolongations. Nous sommes dans une troisième mi-temps un peu folle, mais cette troisième mi-temps dure toujours. Et vous savez, un peu comme l'équipe de France actuellement, qui a perdu hier soir, ils jouent en défense, ils sont incapables de marquer un but, mais tant que ça tient derrière, au fond, on peut jouer très longtemps cette prolongation, voire même les tirs au but. On peut la jouer longtemps parce que sur le fond,
ce socle tient, que les castors ou les castons ou les poisserus, je crois, de bon suite de tout à l'heure, sont encore parmi nous. Et je veux dire que tout ça peut durer encore un sacré bout de temps. Et alors, ce qui est quand même vraiment étonnant, c'est que vous le disiez tous les 2, mais là, je me dis: «Mais quelle stratégie quand même d'Emmanuel Macron!» C'est-à-dire qu'il avait quand même prévu d'abord que tout le monde joue le jeu du barrage, que les électeurs jouent ce jeu également, et puis parce que c'était quand même une belle prise de risque. On n'était pas sûr que les électeurs aient joué le jeu des appareils. On s'était quand même posé cette question-là, et puis, maintenant que tous soient prêts finalement, lui lèche les babouches pour pouvoir, avoir un poste, au gouvernement, donc serait prêt à n'importe quelle concession. On est quand même là dans un jeu gagné par Emmanuel Macron, François Coq. Oui, et les uns et les autres continuent à agir, finalement dans le sens en aidant monsieur Macron, malgré eux. J'en veux pour preuve ce qui vient d'être dit sur les temporalités, politiques. Pour la première fois, vous constatez peut-être qu'on n'a pas, une nomination extrêmement rapide et Eh ben prévue de oui. manière extrêmement rapide de Premier ministre. Elle n'interviendra pas dans la semaine. Interviendra-t-elle la semaine prochaine? C'est pas sûr du tout. On nous a parlé de la fin de l'été, du mois de septembre. Autrement dit, je vous Oui. fais remarquer que pour la première fois dans notre pays, il se passe ce qui se passe depuis l'instauration de la démocratie minoritaire dans l'ensemble des pays de l'Union européenne, c'est-à-dire qu'il y a un décalage temporel entre l'élection et le moment où on nomme la direction du gouvernement, tout simplement parce qu'on n'arrive pas à constituer de coalition. Je vous rappelle que le gouvernement néerlandais a été nommé il y a quelques semaines après 6 mois après les élections, que même en Allemagne, il a fallu attendre 6 mois la dernière fois. Bon, bref, c'est comme ça dans la plupart des pays, et la France arrive à cet état de blocage. Et je dis que M. Macron le fait avec la complicité, malgré eux, de l'ensemble des autres forces, parce que M. Macron a tout intérêt à ce que sa décision soit prise le plus loin possible du scrutin, finalement en étant moins soumis au regard Exactement. des électrices et des électeurs. Et quand je vois, par exemple, le nouveau Front populaire qui, au lieu de se précipiter pour trouver un nom et envoyer la balle dans les jardins de l'Élysée et laisser monsieur Macron se débrouiller de cette patate chaude, de cette grenade dégoupillée, comme il aime bien le Mmh. dire, eh Mmh. bien, eux aussi, finalement, font tarder le processus. Et je trouve qu'il y a une inadaptation, pardon, des temporalités politiques. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je reviens sur ce qui a été dit. On est sorti du scrutin, vous avez remarqué, où finalement, dans les appareils, tout le monde était content. Le nouveau Front populaire était content, il trouvait qu'ils avaient gagné. LR, à Ah plutôt bah oui. juste titre, s'en est bien sorti Oui. dans cette campagne. Ils peuvent juste regretter de ne pas avoir été suffisamment malins pour créer une dynamique, parce que sinon, c'est eux qui seraient actuellement à Matignon, et rien ne dit, et c'est même peut-être l'option la plus probable, qu'ils y seront malgré tout. Ouais, parce que Le oui, oui, là, on a quand même Xavier Bertrand aussi qui sort du buisson là, qui propose un gouvernement d'urgence nationale mené par, les Républicains, donc bon. Voilà, le RN a brisé sa dynamique dans l'entre-deux-tours, mais peut s'enorgueillir d'avoir fait quasiment 11 millions de voix au premier tour, d'avoir augmenté ses effectifs de 40%, mais leurs différentes stratégies, notamment le fait d'avoir basculé du premier tour et des européennes d'une campagne anti-Macron, qui est agrégative, parce que je vous ai dit que c'était le seul fait majoritaire dans le pays, Mmh. à une campagne anti-Mélenchon dans l'entre-deux-tours, leur a fait perdre la dynamique. Et M. Macron, lui aussi, peut s'estimer satisfait, parce que finalement, il sort plutôt bien de cette élection, quand bien même il a perdu son groupe. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que en haut, dans les appareils politiques, on joue les satisfaits. En bas, on vit concrètement les insatisfaits. Oui. C'est ce qui vient d'être dit. Que se disent aujourd'hui les électeurs du Rassemblement national, qui se sont fait voler l'élection? Que Oui. se diront demain les électeurs du nouveau Front populaire qui arrivent en tête dans cette élection s'ils ne sont pas nommés à Matignon? Qu'on est en train de leur voler la gouvernance et le poste de Premier ministre et le gouvernement. Mmh. Voilà ce qu'on est en train de créer. Cet immense hiatus, non plus entre le haut et le bas de la société, entre la caste et le peuple, mais entre l'oligarchie politique et le citoyen électeur en bas. Et ça nous conduit à quoi? Ça nous conduit finalement à ce que oui, ce soit M. Macron qui gagne, et avec quelle formule gagnerait-il? Avec la formule qui est celle qui est en place au niveau de l'Union européenne, puisque tout ce qui est en place aujourd'hui dans nos pays, c'est une déclinaison des formules européennes. Comment Mme von der Leyen dirige-t-elle la Commission de l'Union européenne depuis maintenant des années, et comment va-t-elle la diriger dans le prochain mandat? Par une alliance entre SED, le groupe de la social-démocratie, avec le PPE, le groupe de la droite, et avec le groupe Renew du centre de M. Macron. Qu'essaie de faire M. Macron, et à quoi allons-nous arriver in fine? Ça va être à un même type de gouvernement en France. Alors bien sûr, la seule différence, c'est que chez nous, il sera instable et il aura une durée
de vie limité. Mais enfin, il aura au moins gagné 1 an. Et à force de gagner du temps, eh bien, il s'incruste. Il s'incruste et il s'impose à nous. Ouais, je voulais revenir sur un des points que vous avez dit qui est, je pense, fondamental aussi dans ce qui est en train de se passer. Il se passe tellement de choses, on a tellement d'informations, puis ça va tellement dans tous les sens que parfois on a du mal à réaliser. Il faut quand même réaliser en effet ce décalage sur la nomination du Premier ministre. Gabriel Attal va rester. Vous dites que c'est la première fois dans notre pays que ça arrive, soit tant décalé. Finalement, c'est une sorte d'annulation du vote des législatives et encore avant, si on remonte, des européennes, Guilain Benessa. Quand je disais on marche sur la tête, à nouveau, on marche sur la tête au niveau de l'Élysée, au niveau d'Attal. C'est-à-dire que officiellement, on n'a pas vraiment bien saisi ce qui s'est passé lundi. Oui. Lundi, Gabriel Attal n'a pas été renommé, il n'a pas été relégitimé par Emmanuel Macron. Il a été laissé en place. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron a laissé Gabriel Attal d'ailleurs avec les compétences du Premier ministre, d'accord, avec les compétences qui sont organiquement les siennes, il l'a laissé en place comme si il ne s'était rien passé. Oui, c'est ça. Il y a une forme on vit dans Matrix, vous voyez, ou alors la différence entre pays réel et pays profond ou pays formel, pardon. Donc, on pourrait le prendre comme on veut, mais il y a l'idée qu'il ne s'est rien passé. Mais finalement, je veux pas avoir cette espèce de lyrisme un peu tragique, vous voyez, un peu trop simple. C'est très facile pour moi de dire ça, mais in fine, lundi matin, il ne s'est rien passé. Regardez ce que nous vivons cette semaine. Nous vivons, parce qu'il faut quand même préciser pourquoi cette semaine s'enclenche de cette façon-là. Nous avons, d'une part, un pouvoir qui effectivement, et François Coq a raison, et qui est à Bruxelles. Donc, en réalité, il y a un théâtre d'ombre qui se joue en France parce qu'on essaye d'oublier que de toute façon, cette oligarchie française est tributaire de l'oligarchie européenne qui elle-même est fabriquée dans cette espèce d'attelage d'une politique qui se fait sans nous. Ça, c'est le premier élément. Et deuxième élément, disons la vérité une seconde. Le personnel politique français est médiocre. Ça veut dire que nous avons aujourd'hui le choix entre, je m'excuse, parce que je pense que c'est pas une petite affaire. Je ne pense pas que ce soit j'essaye pas, Clément, je vous assure, de verser dans le règlement de compte. C'est pas le problème, en fait. Je les connais pas et je m'en fiche royalement de savoir s'ils sont de droite ou de gauche. Mais sur le fond, nous avons le choix entre, comme Premier ministre potentiel ou putatif, nous avons Xavier Bertrand, qui a le charisme d'un juriste Groupama et dont plus personne ne veut voir l'image depuis 10 ans. Ouais. Nous avons même sorti des décomptes sur les plateaux télé Jean-François Copé, Oui, qui a fait 0,5% aux primaires de la droite et du centre en 2017, 0,5%. Ce qui veut dire son épouse et son chien ont voté pour lui, en quelque sorte. Nous avons Marine Tondelier, il y a 8 jours, personne ne la connaissait, je veux dire, qui est dans les starting blocks. Madame Guettet, je ne la connais pas. Alors manifestement, j'allais dire qu'elle a un certain talent. C'est une personne belle à regarder sur un plateau, mais qui a l'air également un petit peu cruelle, je veux dire, au fond des yeux. Mais elle est plus brillante que les autres, déjà, intellectuellement. Voilà, mais en tout cas, je vous avoue que je la trouve sympathique, je veux dire, visuellement parlant, mais je n'ai pas une profonde. Je ne pense pas qu'elle ait une humanité profonde, mais je pense surtout que tous ces gens sont soit des seconds couteaux, soit des ex de la politique, soit des disparus de Saint-Agile, quelque chose comme ça. On les voyait plus et je pense que les Français n'ont pas envie de les revoir. Ce que je dis, encore une fois, c'est pas pour distribuer des bons et des mauvais points. Ça signifie qu'après une élection législative qui se voulait un séisme politique, ça veut dire qu'enfin nous faisions de la politique sur des choix de société, sur des programmes, sur des modèles, etc. On a fini dans une élection castor par voir sortir du chapeau des noms, des visages qui sont en totale inadéquation, qui sont en rupture par rapport aux aspirations profondes des Français. Et ça, permettez-moi, c'est parce que sur le fond, manque dans cette élection, hormis Jean-Luc Mélenchon, il faut quand même reconnaître qu'à 20h05 dimanche soir, il a été celui qui a marqué le tempo de la soirée électorale. Il manque quelque chose qui fédère et qui aurait comme conséquence qu'Emmanuel Macron aurait enfin face à lui quelqu'un à qui parler. Il n'y a personne, il n'y a pas une figure qui émerge pour faire comprendre à Emmanuel Macron qu'il s'agit de sortir de cet astre mort de l'extrême centre. Il n'y a personne face à lui et c'est là-dessus également sur ce désastre et sur ces ruines que l'extrême centre peut gouverner encore longtemps. Il n'y a rien qui fasse
qui est l'ébauche, qui est l'esquisse d'une espèce d'autre voie. Mais c'est quelque chose que je ne comprends pas. Je ne sais plus si c'était vous ou François Coq qui parliez du roi soleil tout à l'heure pour parler d'Emmanuel Macron. C'est vrai que là, on reconnaît vraiment ce côté roi soleil, ce côté soleil. C'est que tout le monde joue dans le système solaire d'Emmanuel Macron. Personne ne se dit qu'on peut sortir de ce système et en effet aller l'affronter en le remettant face à ses contradictions, face tout simplement au peuple et au vote du peuple. Et il n'y en a pas un pour le faire, mais même Jean-Luc Mélenchon ne l'a pas fait. En fait, tout le monde joue dans son propre jeu. Pourquoi on est asservi comme ça au jeu d'Emmanuel Macron, François Coq? Ben, c'est même pire, c'est-à-dire que tout le monde voilà, intègre les règles du jeu qui sont celles au départ de la monarchie présidentielle. Et moi, je vous ferai remarquer que les deux qui s'en sont le moins bien sortis, j'ai dit que tout le monde était satisfait de l'élection, mais il y en a qui s'en sont moins bien sortis que d'autres. Les deux qui s'en sont moins bien sortis, qu'on le veuille ou non, c'est le Rassemblement national à qui une forme de victoire était promise et qui a brisé, qui a vu son élan brisé dans l'entre-deux-tours. Et le deuxième, c'est LFI qui termine et qui stagne, qui est la seule force au sein du NFP à ne pas capitaliser sur la baisse de monsieur Macron. Je vous fais remarquer que tant le Rassemblement national que LFI sont les deux forces qui ont tout misé sur l'incarnation de la figure primo-ministérielle. Voilà. On a eu droit à Mélenchon à Matignon et à Bardella à Matignon. Et le vote pour chacune de ces formations était le vote pour un Premier ministre. Il était présenté comme tel. Autrement dit, ceux qui s'en sont le moins bien sortis, ont essayé de jouer une carte qui est qu'au moment où la monarchie présidentielle de M. Macron est tant décriée, tant rejetée par les Français, ils ont voulu passer à une forme qui serait une forme de manager de Matignon, qui finalement serait de même essence. Et donc on voit bien là qu'on a un problème d'offre politique. Et ce problème d'offre politique est double. Il est d'abord sur les personnalités, je rejoins ce qui vient d'être dit, la faiblesse du personnel politique et sa médiocrité aujourd'hui n'aide pas au renouvellement, mais on a un problème d'offre politique en général. C'est bien ce qui pousse les Français à être conduits à un vote sacrificiel d'élection en élection. Ils ne votent plus pour adhérer à quoi que ce soit, ils se sacrifient par leur vote pour empêcher ce qu'ils ne veulent pas avoir advenir. Et pourquoi ne peuvent-ils plus avoir un vote d'adhésion? Tout simplement parce qu'on n'a plus que des votes de couloir, je le disais tout à l'heure, on n'a plus que des votes de socle qui ne visent qu'à entretenir un électorat captif. Les partis politiques ont formé des rentes électoralistes et souvent clientélistes, voire communautaristes. C'est ça la scène politique française et c'est ce qui fait qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Dernier point que je voudrais évoquer, c'est que pour s'en sortir, bien évidemment, il faut sortir de ça. Il faudrait que quelqu'un puisse proposer un projet agrégateur qui sorte de cette logique de couloir et du socle, mais il faudrait aussi que les Français puissent se ressaisir de leur schéma et de leur système institutionnel pour reprendre la main et reprendre le contrôle. Quand on voit l'état de blocage, qui pour moi est un état de blocage, je l'ai déjà dit à votre micro, un état de blocage conscient par les citoyens. Les citoyens, parce qu'ils ne veulent plus de ce qui leur est proposé, parce qu'ils sont insatisfaits de l'offre électorale, bloquent en conscience le système électoral d'élection en élection. C'est ce qu'on voit en France désormais, c'est ce qu'on a vu partout en Europe quand on retourne aux urnes, comme 6 fois en Bulgarie ces 3 dernières années, comme ça a été le cas en Espagne entre 2016 et 2019. Bon, je ne vous fais pas la liste, mais c'est la même chose partout. Donc les Français bloquent en conscience le système, donc il faut le renouveler, il faut qu'il se régénère. Et comment peut-il se régénérer sinon par le fait que les Français redéfinissent par eux-mêmes les règles du jeu? On n'a pas simplement besoin d'une assemblée constituante aujourd'hui pour redéfinir une nouvelle constitution. On a besoin d'un processus constituant à la base, où tout est mis sur la table, où avec des assemblées primaires, les Français peuvent se ressaisir du sujet, peuvent faire remonter une volonté commune, et où on redécide tous ensemble, collectivement, comment on veut que les choses se passent, comment on veut que la souveraineté populaire et nationale puisse s'appliquer, puisqu'on voit bien que le système représentatif actuel est devenu un système délégatif, que les Français n'ont plus voix au chapitre avant l'élection ou même après l'élection et qu'ils sont simplement contraints par le vote, eh bien, il faut qu'ils puissent reprendre le contrôle. Tout ça doit se construire collectivement. C'est donc un processus, j'insiste sur le terme de processus, un processus constituant dont notre pays a besoin et dont il peut même, sur lequel il ne peut pas faire l'impasse. Alors j'ai l'impression, Guy Labanessa, que vous n'étiez pas d'accord là-dessus. Je vous ai vu réagir. Vous savez, le problème, je comprends ce que dit. C'est pas que je suis pas d'accord, c'est que je suis toujours méfiant à l'idée de recommencer à zéro. Je suis méfiant parce que alors, vous vous rappelez, pendant les européennes, Clément, je vous avais dit que le pire des
le pire des partis, enfin pas le pire des partis, mais la meilleure propagande pro-européenne, c'est d'être pour le Frexit. C'est la meilleure propagande pro-européenne. Plus l'Europe a de Frexiteurs dans des couloirs de la mort, plus l'Europe continuera sa marche en avant. Parce que je dis le couloir de la mort parce que c'est s'exiler pour moi, c'est une forme de recherche à l'extérieur d'une solution qui devrait venir de l'intérieur. Je m'explique, pour être précis. Aujourd'hui, je ne sauve personne ou presque personne dans l'échiquier politique. Honnêtement, je suis extrêmement sceptique quant à l'idée qui que ce soit émerge et qu'une force puisse nous sortir de là. Je suis d'accord et je suis d'accord avec François Coq que le blocage est global. Il n'empêche, on ne peut pas m'enlever, on ne pourra pas d'ailleurs, hein. Peut-être que je mourrai avec cette idée, vous savez Clément, c'est qu'entre-temps, ne mourrez pas trop vite quand même. J'aurais eu tort sur tout et nous nous reparlerons dans 20 ans et vous me direz, j'ai vraiment eu tort de poser la question 20 ans avant, quel piètre devin tu faisais. Mais sérieusement, aujourd'hui, nous aurions. Alors, je sais qu'il y a beaucoup d'aurions, d'accord. Vous me permettez, je rêve pour cette dernière émission avec vous de la saison. Allez-y, oui. Je rêve une seconde. Nous aurions un candidat à la présidence de la République qui annonce vouloir changer les choses avec, sur le fond, une aspiration à respecter l'électorat, c'est-à-dire le désir profond du peuple français. D'une part, il peut gagner les élections. C'est extrêmement compliqué. Il y a toute une marche. J'en ai bien conscience. Oui. Il n'empêche. S'il est élu président de la République, il peut détricoter le Conseil constitutionnel, il peut réformer la magistrature, il peut mettre en place une épreuve de force avec l'Europe, il peut ne pas respecter les arrêts de la Cour de justice, il peut envoyer valser la Cour des droits de l'homme, il peut se foutre de la Banque centrale européenne, etc. Alors je suis d'accord avec vous que ce serait une épreuve terrible, mais il n'empêche, ces modalités existent. Et je finirai avec ça, c'est que, évidemment, je ne vois pas cette tête émerger, il n'empêche. Ce que dit François Coq me pose problème sur un niveau, à un point. Et vous m'excusez, hein, mais François, peut-être qu'on se reverra une fois en vrai et qu'on en parlera. Mais si vous voulez, je pense que lorsque le personnel politique est médiocre, ça dit quelque chose aussi de la déliquescence globale de la société. Je ne crois pas qu'on puisse isoler la tête du corps. Je ne crois pas qu'il y ait malheureusement des saints d'un côté et des loups de l'autre, ou des moutons d'un côté et des loups de l'autre. Je suis sceptique là-dessus. Je pense qu'on a aussi le personnel politique qu'on mérite, malheureusement. Donc, je pense que la solution ne viendra pas sans que la tête pensante, sans que nous réfléchissions tous ensemble. Sans que le système réfléchisse, oui, change. Absolument. Donc, évidemment que c'est une épreuve de force, etc. Mais il y a quelque chose là-dedans qui fait que, je m'excuse, je vous donne un exemple très simple. Malgré tous ses défauts, à 20h05 dimanche, Jean-Luc Mélenchon a réussi à tenir un discours qui, pendant 10 minutes, a rappelé qu'un homme politique savait encore parler. C'est peut-être pas grand-chose, mais les qualités oratoires de nos hommes politiques sont, je m'excuse de le dire, déplorables. Je veux dire, c'est d'une médiocrité hallucinante. Donc, ça signifie qu'à un moment, je pense qu'il y aura une rencontre entre un homme politique droit, debout et digne, qui émergera à partir de la volonté populaire profonde, qu'elle s'appelle Gilets jaunes ou autre chose, et qu'à ce moment-là, dans le cadre même des institutions, il y aura quelque chose qui pourra se faire, tout simplement. Mais je là, ne crois pas vous savez, les constituantes et tout ça. Oui, les tabula rasa, oui. Vous dites, en gros... La constituante a toujours été aussi une façon de contrôler aussi les événements. Et la constituante, il faut le revenir. La Révolution française est aussi une révolution bourgeoise. On n'a pas eu, franchement, vous savez, des gens venus de nulle part qui ont commencé à écrire sur des tables. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Je suis bien d'accord, on va vous donner la parole, François Coq, pour terminer d'ailleurs. Mais en fait, la question que vous posez, Guilain Benessa, d'ailleurs François Coq juste avant, c'est qu'on n'est pas qu'un système politique avec des institutions politiques, on a tout un système de pensée dans lequel on est enfermé aujourd'hui, et qui est notamment d'ailleurs médiatique. Et le problème, c'est qu'on est tous soumis aujourd'hui à cette façon de penser-là. C'est pour ça que quand vous dites un jour, si ce candidat émerge et qu'il est élu, mais en fait, d'après moi, il ne pourrait pas être élu parce qu'il n'émergerait pas, parce que même les médias ne lui donneraient pas la parole. Et on a vu le problème pour les personnes qui sont un peu souverainistes. Ça me fait penser, vous, je sais que vous êtes amateur de films, au film de Dupontel, le deuxième tour, où en fait le candidat a été obligé pendant toute sa campagne de faire une campagne un peu à la Macron, c'est-à-dire en faisant croire qu'il était totalement mainstream, qu'il allait servir les banques, les finances, machin truc. Et puis en fait, il avait un programme radicalement différent, à mon avis, beaucoup plus proche de celui qu'on recherche, beaucoup plus populaire. Et d'ailleurs, on a tenté de l'assassiner. On l'a assassiné d'ailleurs, c'est son frère jumeau qui a repris. Bref, je vous raconte tout. Mais parce qu'on a compris, à un moment donné, ils ont compris qu'il y avait un mensonge, une entourloupe sur sa campagne. Ce que je veux dire, c'est que
il y a pas que l'homme politique qui manque, il y a tout le système, mais le système entier, pas que politique, à modifier. François Coq, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cette problématique. Oui, il y a trois aspects. Le premier, on voit bien l'exemple de Jean-Luc Mélenchon au soir du second tour. Moi, je partage l'idée que Mélenchon, qu'on l'aime pas, peu importe, non seulement c'est l'un des derniers grands orateurs, mais c'est l'un qui pense la stratégie. Oui, Alors, moi, je lui reproche un peu d'être passé de la stratégie à la tactique, c'est-à-dire Oui, complètement. le coup électoral. Mais peu importe, qui pense ça plus vite et mieux que les autres. Et ce oui. qui fait les deux fois, en prenant la parole le premier, au soir du premier tour à 20h15, et à 20h05 au soir du Mmh. deuxième tour, c'est qu'il donne une ligne directrice politique qui contraint non seulement M. Macron, mais qui contraint même ses propres partenaires. Qu'a-t-il dit au soir du deuxième tour? Il a dit on appliquera le programme et tout le programme, et c'est pour ça qu'on va à Matignon. En faisant ça, il cornérise M. Macron, il l'oblige à penser la possibilité d'une élection du NFP, alors qu'elle n'est pas évidente, puisqu'ils n'ont pas du tout de majorité, qu'ils en sont même très loin. Et deuxièmement, il cornérise ses propres partenaires qui Oui, pourraient être tentés d'aller avec M. Macron. Et ce faisant, chacun a bien compris que M. Mélenchon n'est pas dans une stratégie pour faire élire un Premier ministre du NFP, mais il est dans une stratégie pour pouvoir dénoncer demain les traîtres et se présenter comme le recours dans la perspective d'une future élection présidentielle. Je ferme la parenthèse. mmh. Mais au-delà de cela, on a un problème quand on pense le système aujourd'hui, un problème d'émetteur. Je suis d'accord avec vous, Clémence. On a un problème d'émetteur. Comment on arrive à renverser la table à la fois par rapport au système politique, par rapport au système médiatique. Je suis d'accord qu'on pourrait avoir les leviers de commande si non seulement il y avait un président de la République et une majorité acquise à sa cause. On voit bien la puissance des institutions de la Ve République. Mais la puissance des institutions de la Ve République, c'est qu'il faut y accéder. Et pour Oui, y accéder, eh bien, c'est c'est bloqué. peut-être le plus Mmh. compliqué. Et le troisième point, alors c'est bien sûr un désaccord entre nous, et c'est normal, et c'est une belle discussion, je trouve, à avoir. Pourquoi moi, je tiens à cette idée, et je pense que cette idée du processus constituant ressurgit. Je pense que c'est une idée qui flotte dans l'air. C'est-à-dire que l'élection présidentielle de 2017 a été le moment le plus important du temps, ce que j'appelle du temps destituant. C'est-à-dire du temps où on avait envie de faire place nette, de faire sortir de la scène tous ceux qui obstruaient le passage et la volonté populaire. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu trois candidats destituants, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, qu'il y avait trois candidats populistes, Madame Le Pen, Monsieur Mélenchon et Monsieur Macron. Je suis désolé, mais en 2017, Monsieur Oui, Macron est un oui. candidat d'une forme Oui, oui. de populisme. Mais cette aspiration destituante, Son et programme, donc sur lui, c'est l'aspiration après constituante qui allait Révolution. avec, a progressé, cette aspiration constituante, elle a tellement progressé qu'elle s'est matérialisée au moment des Gilets jaunes. Quand vous avez 85% du Mhm. pays qui, à un moment donné, appuyé le mouvement des Gilets jaunes, qui était en mouvement, qui est parti sur des revendications sociales et écologiques, mais qui en réalité avait un substrat profond démocratique, Oui, parce que dès l'acte 2, les gens défilaient avec leur carte électorale à la main sur les Champs-Élysées ou sur les ronds-points, c'était d'abord une essence démocratique dans le mouvement des Gilets jaunes. Cette aspiration constituante, c'est un petit peu tarie, j'en suis désolé, avec le Covid, où les gens ont cherché ce que moi j'ai appelé à une époque avec mon ami Charlotte Girard des bulles de solidarité repliées. Mhm. Et ils ont cherché Je suis des d'accord. solutions pour prendre soin d'eux et de leurs proches. Donc l'aspiration constituante est retombée, sauf qu'elle est en train de renaître. C'est ça qu'on est en train de voir aujourd'hui avec ce cycle électoral qui gagne aujourd'hui le pays. L'aspiration constituante dans le peuple est en train de remonter. Je ne sais pas si elle pourra se matérialiser, mais ce dont je suis persuadé, c'est que c'est l'une des seules clés de notre salut pour nous, le peuple. mmh, Oui. Guilain Bénessa, oui, un mot, oui, allez-y. Un mot, je pense, vous savez, en fait, je pense que le fond de l'affaire, on l'a vu avec Jordan Bardella. Jordan Bardella, il est devenu, et je me fiche de savoir il est dans le vrai ou pas, c'est pas le problème. Jordan Bardella, je suis d'accord avec François Coq, par exemple, sur le RN, LFI, etc. Il y a un populisme là-dedans, même de Macron à l'époque, et il y a un immense mais, les populistes comme Jordan Bardella sont devenus des populistes premiers élèves. Ce sont des populistes courtois qui sont devenus aussi bons élèves que ceux qu'ils combattent, Gabriel Attal en tête de liste. Ce qui veut dire que ce populisme-là, il serait resté viscéralement, ontologiquement populiste, il pourrait parler aux Français. Mais quand Jordan Bardella a comme rêve, dans l'entre-deux-tours des législatives, de devenir une sorte de petit Gabriel Attal, à Mmh. discuter des chiffres de la Commission européenne et à pactiser avec Éric Ciotti, ça veut dire que de toute façon, ce populisme-là, il n'est plus populiste parce qu'il est devenu aussi mainstream et aussi scientifiquement, politiquement correct que l'ennemi qu'il condamne ou que Ouais. l'adversaire qu'il condamne. Ce qui veut dire qu'un populisme courtois, c'est un populisme qui meurt.
un populisme qui doit rester enraciné, c'est un populisme qui a quelque chose qui parle aux gens. Moi, je comprends qu'un Français du Gard, je veux dire, qui a vu Bardella jamais dans sa vie, il se dit finalement, si c'est pour avoir la même chose, c'est peut-être pas la peine de voter pour un pseudo-populisme. Je pense que là, il y a une voie à jouer, et je pense que, je prends un exemple très simple, j'arrête, promis Clémence, mais Donald Trump, par exemple, a été élu dans la démocratie la plus problématique, la plus état-profondisée, la plus, je veux dire, où il n'y a rien à faire, où tout est bouclé, où tout est wokisé, où on a une Californie qui est on va dire, globalement wokisée de la tête, des cheveux bleus aux pieds, si je puis dire. Malgré tout, Trump est capable de revenir et potentiellement de gagner une élection. Je ne dis pas que ça fait un tout, je ne dis pas que je rêve de Donald Trump, il n'empêche, il existe encore une aspiration populiste. Il faut un moment qu'en France, quelqu'un la joue et l'embrasse de fond en comble. Eh bien, vous me faites une magnifique introduction pour le coup de marteau d'Alexandre Cuillage-Depreval qui voulait exactement revenir sur ce sujet du RN, le faux populisme. On y revient dans quelques instants. Merci encore François Coq. Je rappelle votre livre Alerte à la souveraineté européenne aux éditions Éric Jamet. Guylain Benessa, Comment faire taire le peuple, pardon, le référendum impossible, comment faire taire le peuple, aux éditions L'Artilleur. Et puis, On marche sur la tête, la France, l'Union européenne et les mensonges, toujours chez L'Artilleur. Merci beaucoup à tous les deux.